Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide en direct de Washington. Ravi de vous retrouver dans le monde aujourd'hui à la une de l'actualité ce soir. Dénouement dans une affaire de kidnapping au Cameroun. L'armée libère un groupe d'otages, dont une sénatrice du parti présidentiel. Enlevée il y a un mois, une dizaine de leurs ravisseurs, présumés des séparatistes anglophones, ont été tués. Au Mali, le nombre de morts civiles et de violations des droits a connu une hausse exponentielle. Selon l'ONU, une dégradation de la situation qu'elle impute à l'armée malienne, soutenue par des militaires étrangers. La junte au pouvoir à Bamako rejette ces accusations. Détails et décryptage à venir. La noix de cola a le vent en poupe, un fruit très prisé pour ses vertus toniques. En Côte d'Ivoire, la filière a généré un chiffre d'affaires de 78 milliards de francs CFA l'année dernière. La noix de cola, entre tradition et business lucratif, ce sera le reportage de Yacine Silleux tout à l'heure en seconde partie de journal. Opération d'envergure de l'armée camerounaise hier soir. Elle affirme avoir libéré des otages enlevés il y a un mois. Parmi eux, la sénatrice Regina Mundi du parti au pouvoir au Cameroun. Les militaires indiquent avoir tué une dizaine de leurs ravisseurs présumés, des rebelles qui réclament l'indépendance des régions anglophones du pays. D'autres détails avec Emmanuel Julentap, notre correspondant à Yaoundé. Le communiqué du ministère de la Défense, cette libération a été rendue possible grâce à la collaboration des populations. L'opération en elle-même a été menée lundi soir dans la région du Nord-Ouest, précisément à Achon, en zone anglophone, d'après le colonel Cyril Atonfak, chef de la division communication du ministère de la Défense. Au chapitre des réactions, la directrice exécutive de l'ONG Nouveau Droit de l'Homme, basée à Yaoundé, Cyril Roland Béchon, s'est dit ravi d'apprendre la libération de la sénatrice du RDPC. D'autres otages ont été libérés à l'occasion. Selon des sources de sécurité, une dizaine d'hommes armés ont été tués et plusieurs autres blessés, mais sont en fuite. La sénatrice du RDPC, Regina Mundi, avait été enlevée le 30 avril dernier à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, par des hommes armés en compagnie de son chauffeur. Ces hommes armés réclament l'indépendance des deux régions anglophones. Depuis 2017, un conflit oppose l'armée aux indépendantistes, accusés ces dernières années par des ONG internationales de procéder aux enlèvements contre rançon. Emmanuel Jultap, pour VOA Afrique, Yaoundé. Toujours à propos du Cameroun, nous apprenons aujourd'hui qu'au moins 24 habitants ont été tués dimanche dernier par des séparatistes armés dans le village d'Oboni-I2, dans le sud-ouest du pays. Nous venons de le voir. C'est l'une des régions en proie à des affrontements meurtriers entre des groupes séparatistes anglophones et l'armée du pays. Mais le conflit déborde au Nigeria voisin. Le géant africain, déjà ébranlé par de multiples crises, peine à sécuriser sa frontière et à protéger efficacement les Camerounais ayant trouvé refuge sur son territoire, comme nous allons le voir avec Rosine Mounezero. Chibanti Kari est l'élu de la circonscription de Takoum. En avril 2021, il a échappé de peu à la mort quand des bandits ont tiré sur son convoi. Il appelle à un déploiement massif de forces de sécurité dans la région. Mais outre le banditisme, une autre menace plane sur les habitants vivant près de la frontière camerounaise. Le gouverneur de l'État de Taraba a rencontré Monsieur le Président à Abuja pour demander l'affectation de forces navales et aériennes. La marine surveillera la rivière avec les services d'immigration, l'armée surveillera le terrain et enfin l'armée de l'air survolera la frontière pour neutraliser les Ambazoniens. Ce jour-là, de 7h à 13h, une cinquantaine d'hommes armés sèment la terreur à Manga, selon les villageois. La violence de l'attaque est toujours visible sur les murs de la maison du chef. C'est ici que les assaillants sont venus et l'ont trouvé. Ils l'ont abattu ici. C'était la maison du chef de Manga. Les villageois se sont cachés dans la brousse ou dans la rivière. Le frère du chef du village a vu la scène depuis son bateau. Les Ambazoniens sont arrivés et ont commencé à tirer.
On n'a jamais entendu autant de coups de feu que ce jour-là. Je n'oublierai jamais les bruits de ces tirs. Apparemment, ils ont même tiré sur nos enfants qui s'étaient cachés dans l'eau, derrière des arbres. Ils ont ensuite jeté leurs corps dans la rivière. C'est ce qu'on a vu ce jour-là. Sans l'intervention de la marine et de l'immigration, je crois que le peuple de Manga aurait cessé d'exister. 21 personnes sont toujours portées disparues. Quelques jours avant l'attaque, un groupe de 30 Camerounais s'est réfugié dans le village voisin, leur maison ayant été incendiée par les séparatistes. Depuis 5 ans, les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun sont en proie à un conflit sanglant entre combattants anglophones et militaires. En 2017, des séparatistes y déclarent un État indépendant, appelé Ambazonie. L'ONU estime que ces combats ont forcé au moins 1 million de personnes à fuir leur domicile. Plus de 70 000 d'entre eux sont réfugiés au Nigeria. Malgré une présence militaire déployée à la frontière, le gouvernement de Takoum signale toujours des menaces d'attaque. La sécurité sera un enjeu clé de la prochaine élection présidentielle. Le Nigeria est aux prises avec des gangs criminels lourdement armés qui sévissent au nord-ouest et une insurrection djihadiste qui dure depuis plus d'une décennie au nord-est. Le Mali dans le collimateur de l'ONU. D'après sa mission dans le pays, le nombre de morts civiles et de violations des droits imputables à l'armée malienne, soutenue par des militaires étrangers, a connu une hausse exponentielle au cours des 3 premiers mois de l'année en cours. La MINUSMA dit avoir dénombré 320 cas de violations contre 31 le trimestre précédent. Elle parle d'exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et d'actes de torture. La junte au pouvoir à Bamako a d'ores et déjà réfuté ces affirmations. La MINUSMA reconnaît néanmoins que les djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique demeurent les principaux auteurs d'attaques contre les Maliens. Une actualité que nous allons décortiquer avec l'invité du journal, Modibo Dembélé. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Jacques Aristide. Vous êtes un responsable de la rédaction Bambara de La Voix de l'Amérique. Ces chiffres, Modibo, sont donc contenus dans une note publiée par la MINUSMA. Cette mission de l'ONU explique-t-elle comment de telles informations sont recueillies et compilées? Oui, Jacques, merci beaucoup. Dans le rapport, on voit que le document a été soumis à l'appréciation des autorités avant d'être publié. Et ça, c'est quand même une note qu'il faut signaler. Et en plus de ça aussi, l'ONU aussi a signalé qu'elle n'a pas pu avoir accès à certains sites, comme par exemple le site de Moura. Mais comme d'habitude, comme le font toutes les organisations internationales, nous savons qu'il y a aussi les témoignages des personnes présumées victimes de ces exactions. Et c'est avec ces moyens que l'organisation onusienne au Mali a compilé ces rapports. Mais quand même, le détail, c'est que le gouvernement quand même a été saisi avant que ça ait été publié. La réaction de Bamako n'a pas tardé, bien évidemment. Les affaires étrangères maliennes affirment fustiger ces allégations. Ont-elles donc répondu aux différents cas exposés par la MINUSMA? Notamment, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a répondu cas par cas par rapport aux exactions ou aux allégations d'exactions qui ont été réfutées contre l'État malien. Si nous prenons par exemple le cas des Nara, où l'armée malienne est accusée il y a 18 personnes qui ont été portées disparues, je pense que c'est le 31 décembre. Oui. Et le gouvernement malien estime que c'est un dossier monté quand même de toutes pièces et avec une connotation tendancieuse, ce qui veut dire que le gouvernement dément catégoriquement ces informations, Jacques Aristide. Oui. Guillaume Nguefa, directeur de la division des droits de l'homme de la mission, affirme qu'il n'appartient pas à la MINUSMA de dire l'origine des éléments étrangers. Mais pourquoi nombre d'observateurs sont d'emblée d'avis que c'est le groupe russe Wagner dont il est question? Jacques, si vous vous rappelez, l'État malien, je crois, qui a tiré cette affaire au clair en disant il y a belle lurette que ce sont des instructeurs russes avec qui l'État travaille. Même si nous savons, lors d'un passage à la télé, je pense le ministre des Affaires russe, Lavrov, a signalé que c'est malheureusement avec la compagnie privée de sécurité Wagner. Et moi, en tant que journaliste indépendant, je ne saurais vraiment confirmer ou infirmer si c'est l'État ou bien si c'est le groupe Wagner. Mais quand même, le Mali a dit qu'il travaille avec la Russie.
Effectivement, la junte parle de coopération renforcée d'État à État avec la Russie. Les militaires maliens revendiquent régulièrement de pousser les djihadistes à la débandade. Quel est le sentiment général dans le pays? Les Maliens sont-ils d'avis que des progrès ont été accomplis pour protéger les droits humains et améliorer la sécurité, Modibo? Pour corroborer ce que vous venez de dire, il y a la Fondation Friedrich Ebert, dans sa dernière rubrique qui s'appelle « Que pensent les Maliens ?» Oui. Il y a à peu près sur 4 sur 5 Maliens pensent que la situation, surtout sur le plan sécuritaire, s'est nettement améliorée, pendant qu'il y a 8 personnes qui pensent que la situation n'évolue pas. Et lorsqu'on prend globalement, d'après la dernière enquête qui a été faite par la Fondation Friedrich Ebert, ça s'appelle Malimet, ils estiment que 67% sont satisfaits, pendant que 27% sont très satisfaits. C'est ce que je peux vous dire. Modibo Dembélé, vous êtes de la rédaction Bambara de la Voix de l'Amérique. Merci de nous avoir détaillé cette actualité malienne ce soir, avec des faits bien entendu. Merci beaucoup, Jacques Aristide. À très bientôt. Ailleurs dans l'actualité, l'Afrique s'inquiète de l'impact des sanctions européennes liées à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Des craintes formulées aujourd'hui par l'actuel président de l'Union africaine, le chef de l'État sénégalais Macky Sall. Il a notamment fait part des retombées que va avoir l'exclusion des banques russes du système international SWIFT. Il a également appelé l'Union européenne à agir pour libérer les stocks de céréales bloqués en Ukraine par le conflit. L'UE a décidé d'un 6e paquet de mesures punitives contre Moscou la nuit dernière, lesquelles incluent un accord qui devrait permettre de réduire de quelque 90% les importations européennes de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Eh bien oui, nous venons de le voir, le continent africain est préoccupé par les conséquences de la guerre en Ukraine. Dans le cadre de notre série de reportages et d'interviews consacrés aux multiples effets de ce conflit sur l'Afrique, nous braquons les projecteurs ce soir sur la Somalie. La VOA a tendu le micro à un économiste du pays, le professeur Yahya Amir. En Somalie, le premier effet a été le pétrole. En 24 heures, le prix de l'essence en Somalie a augmenté. Nous avons de nombreuses relations avec l'Ukraine. Le shilling somalien est imprimé en Ukraine. Immédiatement après le début de cette guerre, il y a eu un effet sur l'essence. Donc, une fois que le prix de l'essence a augmenté, cela affecte le reste. Par exemple, pour chaque famille vivant à Mogadiscio, les dépenses de l'électricité et d'eau ce mois-ci ont augmenté. Nous avons payé plus que ce que nous avons payé avant le début de la guerre en Ukraine. Non, je ne pense pas que le gouvernement puisse prendre des mesures parce qu'en Somalie, il n'y a pas de gouvernement qui contrôle tous les pays et le gouvernement ou la banque centrale ne peuvent pas importer de carburant pour avoir un effet sur son prix. Donc rien n'a été fait jusqu'à présent. Cela dépend de la décision des hommes d'affaires et il faut un suivi pour obtenir $1 de plus comme avantage. Oui, même si ça continue, déjà on s'est habitué ici en Somalie. Une fois que le prix de quelque chose augmente, même si en général le prix du carburant baisse, en Somalie ça ne change pas. C'est toujours les hommes d'affaires. Ils ne réduisent jamais le prix, même si l'offre de ce produit augmente. Cela n'affecte jamais leur prix. Ils courent toujours après leur dernier dollar. Une semaine après la fusillade dans une école d'Uvalde qui a bouleversé l'Amérique, la petite ville texane enterre aujourd'hui les premières victimes de cette tuerie, l'une des pires de ces dernières années dans le pays. Les funérailles des 19 enfants et 2 enseignantes morts mardi dernier sous les balles de Salvador Ramos, 18 ans à peine, s'étendront jusqu'à la mi-juin. L'une des premières cérémonies cet après-midi a été celle d'Améry Jo Garza, une petite fille qui venait de fêter son 10e anniversaire quand elle a été tuée. Elle rêvait de devenir professeure d'art, indique sa famille.
Et voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un journal télévisé que vous propose VOA Afrique. D'emblée, gros plan sur la version numérique de la monnaie du Nigeria. En octobre dernier, le pays le plus peuplé d'Afrique a fait figure de pionnier sur le continent en lançant le e-Naira. 7 mois plus tard, quel bilan pour la monnaie numérique nigériane? Quelques éléments de réponse dans le reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja. Zamila Abdul Hamid Lawal travaille pour une ONG locale, Code Connect Development, à Abuja. Elle a téléchargé l'application le jour même du lancement de l'e-Naira, le 25 octobre 2021. 7 mois plus tard, elle dit que ces fonctionnalités ne sont pas encore utiles ni raisonnables. C'était vraiment intéressant. Je pensais que c'était un bon endroit pour effectuer des transactions, pas seulement de l'argent physique. J'étais vraiment intéressée, j'ai téléchargé l'application. Malheureusement, mon expérience n'a pas été celle à quoi je m'attendais. J'ai téléchargé l'application, j'ai essayé d'effectuer des transactions, mais l'expérience n'était pas bonne. Et depuis, c'était tout. Je n'ai plus rien tenté. Lorsque l'e-Naira, la forme numérique du Naira et la première monnaie numérique nationale en Afrique, a été lancée par la Banque centrale du Nigeria, CBN, les responsables de la banque ont affirmé qu'elle permettrait l'inclusion financière et les avantages fiscaux pour finalement stimuler l'économie. Il y a certainement de bonnes intentions pour le lancement de l'e-Naira, mais à ce stade particulier de notre économie, ça ne sera pas avantageux pour la majorité des Nigérians. Et autre chose, même pour le groupe de personnes qui pourraient bénéficier de la monnaie numérique, il y a la menace de la cybercriminalité, la menace de blanchiment d'argent. L'introduction de l'e-Naira est intervenue 7 mois après la restriction par la CBN des transactions de crypto-monnaies, car les pièces numériques étaient adaptées pour mener de nombreuses activités illégales, notamment le financement du terrorisme et l'évasion fiscale. Sans surprise, il est considéré par certains membres du public comme une réponse naturelle à la tendance à l'augmentation de l'utilisation de la crypto-monnaie. Beaucoup n'appliquent pas encore cette alternative comme ces jeunes Nigérians. L'avantage d'utiliser la crypto-monnaie, c'est qu'il n'y a pas de limitation quant au montant des transactions. Ce n'est pas du tout comme ça avec notre système bancaire. Il se trouve qu'avec l'e-Naira, on est tombé dans cette catégorie où il y a des limitations. Il existe même des forfaits pour les propriétaires d'entreprises avec des limitations aussi. La moitié des quelques 200 millions d'habitants du Nigeria n'ont pas accès à des comptes bancaires. 7 mois plus tard, les analystes se demandent si la nouvelle plateforme numérique réussira là où le système bancaire traditionnel a échoué. En avril 2022, 33,4 millions de Nigérians échangeaient ou possédaient des actifs cryptographiques malgré les restrictions sur les transactions de crypto-monnaies imposées par la Banque centrale du Nigeria. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja. C'est un produit qu'on ne trouve qu'en Afrique, réputé pour ses vertus aphrodisiaques, antioxydantes et diurétiques. La noix de cola, aujourd'hui le vent en poupe. En 1995, la Côte d'Ivoire n'en produisait que 60 000 tonnes.
Mais aujourd'hui, ce sont près de 260 000 tonnes que le pays produit, dont 80% partent à l'exportation. Une filière qui a généré un chiffre d'affaires de 78 milliards de francs CFA l'an dernier. Le reportage de Yacine Sillou. C'est un produit traditionnel d'Afrique de l'Ouest et de Côte d'Ivoire, utilisé historiquement lors d'événements traditionnels, comme ici lors d'un mariage musulman à Anyama, à 30 km au nord d'Abidjan. La noix de kola. Bon, la kola est utilisée dans beaucoup de choses. Mariage, baptême, sacrifice, même ceux qui n'étaient pas musulmans, ils prennent ça pour leur fétiche. La kola est symbolique. Il y a des coins, pays voisins, Mali, Burkina, Niger. Vous allez offrir de la kola à quelqu'un, c'est comme vous allez lui donner tout. Un vieux, tu lui donnes 10 noix de kola. C'est plus que des millions chez lui parce que de toute façon, tu l'as respecté. Ça vaut tout. Mais la noix de kola, c'est bien plus qu'une coutume. C'est aussi un produit très prisé. C'est dans ce business que s'est lancé Hervé Degbossé. À Agboville, à 150 km d'Abidjan, il possède 7 hectares de kola et peut produire jusqu'à 20 tonnes par an. Ce jeune homme avait pourtant délaissé les plantations familiales pour étudier la communication à Abidjan. Mais s'il est revenu, c'est que la noix de kola peut rapporter gros. Sans hésiter, je le dis, la kola c'est un très bon business parce que c'est un bon produit et il est bon même pour la santé de l'homme. Et aussi, si le business de la kola est ouvert sur le marché international, je pense que beaucoup décideront même de s'y lancer au même titre que le cacao ou d'autres comme l'EVA ou le palmier à huile. C'est à Anyama, la plaque tournante du négoce de la kola en Côte d'Ivoire, que près de 150 magasins stockent les noix venues des plantations du sud-est ivoirien. Si la production de kola a explosé, le fruit est essentiellement exporté, à près de 90% dans la sous-région. Souleymane Koné exporte 10 000 tonnes par an au Nigeria, mais le commerçant ne veut pas s'arrêter là et il espère à l'avenir conquérir de nouveaux débouchés au-delà du continent. Il faut chercher à aller à faire beaucoup de plantations et puis maintenant aller à l'extérieur, en Europe, en Asie, aux États-Unis, pour chercher des partenaires. Si on a les partenaires, donc on va faire mieux, puisque la kola, il faut que ça soit connu à travers le monde. Face à ce marché en pleine expansion, la filière se structure. En 2017, l'Intercola, l'association interprofessionnelle de la cola, a été créée. Elle réunit producteurs, commerçants et exportateurs. Pour son directeur exécutif, l'avenir de la cola ivoirienne passe par la transformation locale, notamment pour vendre aux industriels des boissons gazeuses comme Pepsi et Coca-Cola, qui utilisent la noix de kola dans leurs boissons. Des multinationales qui apprécient la forte teneur en caféine de la cola, près de 3% contre 2% dans le café. Du football à présent, le Wydad Casablanca a remporté la Ligue des champions d'Afrique contre Al Ahly Le Caire grâce à un doublé de Zouheir El Moutaradji. Le match, somme toute palpitant, s'est déroulé hier au stade Mohamed V de Casablanca au Maroc, comme nous allons le revivre avec Gabi Dorsil. Le Wydad Casablanca l'a remporté sur Al Ahly grâce à un nouveau héros, Zouheir El Moutaradji, dont le doublé lui a offert une 3e Ligue des champions d'Afrique dans une ambiance de folie à domicile lundi. Une frappe somptueuse à la 15e, un but de chasseur en 2 temps à la 48e. Le numéro 7 des Rouges de Casa a fait 2 fois exploser le stade Mohamed V pour la 3e C1 du club. Sur un contre en 2 temps, sa première frappe étant repoussée par le gardien égyptien, Zouheir El Moutaradji a dévoré Mohamed Hani, le défenseur égyptien, et doublé la mise juste après la pause, mettant littéralement le feu au stade Mohamed V de Casablanca où se jouait la finale. Nos joueurs ont gagné car c'est difficile de jouer contre le Wydad devant ses supporters qui sont le point fort et le soutien de l'équipe. Le Wydad a de bons joueurs et il faut savoir que si la coupe rentre ici, elle n'en sortira jamais. Il s'agit du premier triomphe pour l'entraîneur Walid Regragui, 46 ans, passé par la Ligue 1, notamment Toulouse. Il a vaincu l'entraîneur sud-africain d'Al Ahly, Pitso Motsiman, vainqueur des 2 dernières éditions et de la C1 2016, avec les Mamelodi Sundowns, le club de Pretoria. Les supporters lui sont reconnaissants. Les efforts des joueurs et l'entraîneur ont été récompensés. Nous remercions beaucoup notre coach Walid Regragui
Et comme il a déjà dit, nous sommes tous une seule famille, équipe et supporters. Al Ahly, double tenant du titre, a manqué le triplé et n'a pas su répliquer malgré une occasion de Taher Mohamed à la 35e ou une frappe de Mohamed Afsha Magdi contrée par Ahmed Reda Tagnauti à la 74e minute, au grand dam de ses supporters. En tant que supporter d'Al Ahly, je suis profondément triste et sans voix. Nous étions tout près de remporter le 3e trophée d'affilée. Si Dieu le veut, en général, c'est juste de la chance. Et pour clore ce journal, l'architecte Djebedo Francis Kéré, accueilli sous les acclamations à Ouagadougou après être devenu le premier Africain à remporter le prix Pritzker, la récompense la plus prestigieuse de l'architecture en plus de 40 ans d'histoire. Je suis totalement convaincu que tout le monde mérite la qualité, que vous soyez riche ou pauvre. C'est là toute mon idée, comment créer du confort, même pour les pauvres, confie l'architecte. Pionnier des constructions durables au service des populations, comme l'école de son village natal au Burkina, l'architecte Francis Kéré a reçu récemment le prix Pritzker, donc devenant le premier Africain à recevoir cette plus haute distinction de la profession. Il est né en 1965 à Gando, village à l'époque sans école du Burkina, qu'il a inspiré toute sa carrière. Nous avons beaucoup de jeunes qui cherchent des opportunités et voir l'un d'entre eux gagner le prix Pritzker peut être une grande ouverture et une grande inspiration pour devenir architecte, ajoute-t-il. L'architecte, qui possède également la nationalité allemande, s'est aussi vu commander des pavillons et installations en Europe et aux États-Unis. En 2004, il avait déjà reçu le prix Aga Khan d'architecture. Francis Kéré, premier Africain donc à recevoir le Nobel de l'architecture. On ne le dira jamais assez, un prix remis chaque année depuis 1979 et qui a déjà couronné les plus grands noms de cet art. Francis Kéré est connu pour son implication dans des projets utiles à la population comme des écoles, des établissements de santé ou des espaces publics dans plusieurs pays africains comme le Bénin, le Mali, le Togo, le Kenya, le Mozambique et bien entendu le Burkina, son pays. Grâce à son engagement pour la justice sociale et à l'utilisation intelligente de matériaux locaux pour s'adapter et répondre au climat naturel, il travaille dans des pays marginalisés où les contraintes et les difficultés sont nombreuses et où l'architecture et les infrastructures sont absentes. Et bien voilà, point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. À demain. Merci. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique.